Question apéritif. Premier apéro ce soir, je l'ai appelé relance de points. Vous m'en remettrez 50 milliards. Publication ces dernières heures d'un rapport qui était attendu, rapport écrit conjointement par l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui est, rappelons-le notamment, qui était l'auteur, le superviseur du programme économique du candidat Macron en 2017, et son confrère Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, une stratégie économique contingente pour la prochaine phase. C'est le titre. Commentaire de Pisani-Ferry sur Twitter. Comment revenir au plus vite au niveau d'avant-crise? Comment effacer les séquelles du choc et rattraper au plus vite le terrain perdu? Voilà, Blanchard et moi proposons une stratégie contingente. Bon, c'est un mot un petit peu compliqué. Blanchard, lui, fait la même chose. Service après-vente sur Twitter en anglais. C'est plus son réseau est plus anglophone, semble-t-il. Est-ce qu'il faudrait que la France adopte un stimulus plan, un plan de relance à la Biden? Non, mais il faut quand même en embrasser l'état d'esprit et en gros, en résumé de leurs propos, très résumé évidemment, ils nous disent qu'il faut un petit peu de Monsieur Plus comme dans la publicité Balzen à l'époque, c'est-à-dire peut-être 50 milliards de plus par rapport au plan de relance français de 100 milliards, ce qui serait un petit peu en termes de PIB, un entre-deux entre l'actuel plan de relance français et puis ce qui nous est proposé outre-Atlantique par Monsieur Biden et tous ces plans successifs qui font des milliers de milliards de dollars. Est-ce que c'est le moment, Jean-Marc, selon vous, de se poser la question est-ce qu'il faut 100 milliards ou 150 milliards ou 200 milliards? Ce matin sur France Inter, le commissaire au plan, François Bayrou, a redit son idée à lui et celle de France Stratégie, que c'est plutôt 250 milliards qu'il faudrait. Est-ce que c'est pas un peu tôt, compte tenu du fait qu'en fait on sait trop rien, on est encore un peu dans la crise sanitaire, même si on voit le bout? C'est légitime de se poser la question. On est effectivement dans un entre-deux, dans le déroulement de la crise, dans un entre-deux aussi sur les montants annoncés, parce que c'est assez amusant côté Olivier Blanchard. Olivier Blanchard, il s'est fait remarquer aux États-Unis ces derniers temps en disant « Oh là là, le plan de relance de 1900 milliards de dollars aux États-Unis de Joe Biden, c'est trop, ça risque d'amener les États-Unis dans la surchauffe. » Alors si on ramène ça à l'échelle française, ça fait à peu près 300 milliards d'euros à la louche. Et donc 300 milliards d'euros, c'est trop, 100 milliards, c'est pas assez, donc il faut peut-être un peu plus. Donc, voilà, on est dans des ajustements. La vérité, c'est que c'est effectivement extrêmement difficile de savoir ce qu'il faut vraiment. D'abord parce que on reste pour l'instant, s'il y a bien un domaine où il y a une contingence, c'est bien la contingence sanitaire, c'est-à-dire que l'économie est complètement conditionnée par le sanitaire. Et le sanitaire, on ne sait pas. Alors, on a l'impression, enfin, que ça va s'améliorer, mais je vous rappelle qu'on a déjà connu ces périodes ce sentiment d'espérance, cette impression-là. On les a eus à l'été dernier et on les a eus à l'annonce des vaccins en novembre. À chaque fois, on s'est repris un gros coup sur la cafetière. Donc, on a une incertitude qui est une incertitude radicale, qui est économique et qui est extra-économique. Un choc exogène, disent les économistes, sur lequel on ne peut rien savoir. Donc, c'est même très compliqué. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que pendant ces mois extraordinaires, c'est accumulé une épargne des ménages absolument extraordinaire. Et cette épargne, on ne sait pas du tout ce qu'il va en advenir. Est-ce que nous tous, collectivement, nous allons consommer massivement quand les magasins seront ouverts? Aujourd'hui, on ne peut pas savoir, les magasins seront fermés, ils vont rouvrir, et puis ensuite les restaurants, et puis ensuite les voyages. Est-ce que cette surépargne suffira à relancer vraiment la machine à la hauteur de ce qu'on voudrait? Non, mais la première question, c'est de savoir quelle est la partie de cette épargne qu'on va mettre. On a plus de 200 milliards, donc c'est absolument colossal. Si on dépense assez largement ça, il n'y a absolument pas besoin de remettre des sous dans la machine. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être trouver d'autres moyens, avec, comme le suggèrent Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry, des mesures ciblées sur les moins aisés, qui sont ceux qui dépensent une proportion de leurs revenus la plus forte. Ça, on le sait depuis John Maynard Keynes. La propension à consommer est plus forte chez les gens qui ont peu d'argent, c'est normal. Ils songent moins à mettre de l'argent de côté. Et donc, là, peut-être... Les 50% inférieurs en termes de pouvoir d'achat de la population, il leur enverrait bien un chèque autour de 350 € chacun. Il faut peut-être descendre, moi je pense, à ce moment-là, sur plus bas, en ciblant davantage sur les gens qui n'ont vraiment pas d'argent. Et je rappelle que parmi les populations qui ont été plus frappées par cette crise, on a un certain nombre de professions qui sont des professions à très faible rémunération. Je pense par exemple aux employés de la restauration. Là, on sait bien qu'on a des poches de pauvreté nouvelles qui sont apparues. Et là, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Erwan, comment évaluer
le montant dont on a besoin, comment estimer que 150 milliards, c'est mieux que 100 milliards. Est-ce qu'on raisonne vraiment en macro, en termes de point de PIB, et on se dit, voilà, a priori, on sait qu'on va être en dessous durablement, enfin en tout cas, en toute chose égale par ailleurs, en termes de PIB, de ce qu'on aurait été, voilà, de ce qu'était la trajectoire avant la crise, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, en tout cas compte tenu de si toutes les mesures sont votées. C'est ça qui, voilà, on raisonne vraiment en grande masse à ce stade. Savoir combien est-ce que le plan c'est comme essayer de définir un point de vue économique. Les 100 milliards, ils n'ont pas été dépensés du tout. Hein. Enfin, ils ont commencé, nous dit le ministre tous les matins. Mais... Au niveau de l'Europe, on a encore des petits soucis de déblocage là aussi. Mais savoir quel est le niveau optimal, je pense que c'est comme définir un point de vue économique, quel est le niveau optimal des dettes. On a peut-être quelques intuitions. La question, c'est de savoir comment on va dépenser cet argent-là. Je pense comment et sous quelle matière, sous quelle discipline, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Effectivement, vous avez cité 350 € pour les ménages, comme une proportion, une PMC qui tend vers 1. Il y a aussi 10 milliards de plus pour l'allocation de rentrée, ce que je trouve assez incroyable. Enfin, l'allocation de rentrée scolaire, hein, donc effectivement. Ça peut se matérialiser, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pour là faire encore, c'est un chèque, quoi. Rentrée, d'habitude, on a visité de rentrée sociale, là, on a une rentrée économique et financière. Après, il y a deux choses qui sont intéressantes dans leur sujet, c'est qu'ils disent qu'il faut augmenter absolument l'output gap de la France, il faut augmenter la croissance potentielle. Pourquoi ? Parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à rendre soutenable la dette qu'on a accumulée ces derniers temps sur le long terme. Ensuite, il faut aussi mettre un effort sur la recherche. Ce que je veux dire, c'est que si jamais on peut mettre 50, 100, 200, on peut mettre même 1000 milliards, mais si c'est pour faire tout simplement des choses qui sont du fonctionnel, qui sont du fonctionnement, qui ne sont absolument pas avec des multiplicateurs qui sont au-delà de 1, et en tout cas qui sont très intéressants, si c'est pour mettre 27 millions d'euros pour apprendre aux enfants à faire du vélo, comme l'a annoncé hier Barbara Pompili, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut se poser la question, c'est où sont les... de relance, vous voulez dire. Mais le problème, c'est que quand vous écoutez, on sait qu'on va avoir un deuxième plan de relance aux alentours au début de l'automne. Si c'est pour faire plaisir à peu près à tout le monde, pour acheter une sorte de paix sociale et de paix politique avant les élections présidentielle, ça vaut pas le coup. Ce qu'il faut, c'est forcément économiquement optimisé, quoi. Ce qu'il faut, c'est voir où justement on a des plans on a des vraies poches de croissance et des vraies poches de relance. Ce que dit aussi Blanchard et Pisani-Ferry dessus, c'est que il faut absolument peut-être aussi qu'on profite de ces plans de relance là pour arriver enfin à 3 points de PIB en termes de recherche publique. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent nous permettre aussi d'avoir les boucliers suffisants pour à la fois générer la croissance qui va rembourser la dette, ou en tout cas une partie de la dette, et aussi avoir les prochains boucliers qu'on va avoir pour préparer cette fantastique relance qu'on nous annonce au niveau mondial, qu'on compare déjà aux années folles. Donc il faut aussi qu'on investisse sur les bons choix, qu'on mette l'argent là où il va pouvoir faire des petits. Bon, vous avez été inspiré sur l'apéro. Pourtant, il y a un deuxième apéro. Regardez ce tweet, en l'occurrence. Le chef de l'État, ce matin, a fait une annonce. Là aussi, une annonce surprise. Aucun créneau ne doit être perdu. Donc après, il a fait le tweet dans la foulée. On l'a fait pour lui. À partir du 12 mai, les rendez-vous qui n'auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires sans condition, avec un renvoi donc du compte officiel du chef de l'État sur le site Vitmados, qui est un autre site créé par Guillaume Rosier, qui est celui qui est la personne qui a créé déjà le site Covid Tracker, sur lequel tous les médias depuis un an, et pas que les médias, suivent l'évolution de la pandémie chez nous en France. Vitmados, c'est pour trouver, ça agrège tous les sites de prise de rendez-vous pour trouver un rendez-vous près de chez soi. C'est un type qui a fait ça plus ou moins tout seul dans son coin, alors qu'on croyait qu'on avait une administration qui avait fait plein de choses. Donc le chef de l'État a renvoyé sur Vitmados, un site totalement amateur. D'ailleurs, Guillaume Rosier, il dit cool ce site, vous connaissez, et il en a profité pour remercier aux dizaines de bénévoles qui ont rendu la création de cette plateforme possible. C'est super, on a des bénévoles, mais on croyait qu'on avait aussi des gens qui étaient payés pour ça. Le fait que le chef de l'État renvoie sur ce site, Erwan, ça vous inspire quoi C'est la Startup Nation, là, on est en plein dedans. C'est à la fois un pragmatisme génial ou un constat de fiasco complet? Les deux, mais je trouve que Guillaume Rosier c'est absolument extraordinaire ce qu'il a réussi à faire, avec quelques données et une dizaine de personnes et un peu de bonne volonté. Ils ont, je pense, accélérer peut-être la sortie de crise de la crise du Covid, notamment en ayant une transparence qu'on n'avait pas du tout au début sur où est-ce qu'on en était dans l'épidémie, qui peut-être aussi a aidé le chef de l'État et le Conseil de défense à prendre certaines décisions et donc du coup à éviter certaines restrictions, ou alors peut-être partir dans l'autre sens. Et surtout là, je suis persuadé, on n'aura pas de contrefactuel, mais je suis persuadé que la décision d'ouvrir la vaccination si tôt aux jeunes, enfin moi j'en suis ravi, je vais peut-être me faire vacciner dans 15 jours, donc c'est aussi grâce à Covid Tracker, c'est parce qu'il a su en fait mettre tout simplement, faire mouliner des données et
dont les leaders d'opinion et certains leaders politiques se sont emparés pour pouvoir justement avoir certaines revendications. Moi je dis il faut absolument la Légion d'honneur pour Guillaume Rosier, et il faut absolument le mettre en avant, et malheureusement il a ridiculisé notre administration. Il a fait tout seul dans son garage, si vous me permettez, tout seul dans son garage avec 10 de ses copains, beaucoup plus qu'une administration sanitaire qui certes est mobilisée sur le front de la guerre, mais qui n'a pas su en tout cas faire aussi bien que cette personne-là. Le chef de l'État l'a noté. Alors, pragmatisme formidable de reconnaître ça, ou quand même un peu constat de faillite Allez, non, mais pragmatisme, moi ce que je trouve intéressant, c'est les pistes que ça ouvre. On parle beaucoup de 2.0, hein, on peut avoir un service public 2.0. Un service public 2.0, on peut le faire autrement que ce qu'on ferait avec un service public classique. À l'ancienne, classique. Hein. Vous imaginez si on avait demandé à des fonctionnaires de lancer un service de recensement des cas d'essais, de réanimation, et puis ensuite de vacciner. Hein. On en serait encore à la 4e préparatoire interministérielle, et on aurait un projet qui aurait abouti sans doute au printemps 2023, à condition qu'il n'y ait pas eu de remise en cause lors des élections. Donc on a une démarche administrative qui s'explique pour toute une série de raisons. On peut dire que c'est une faillite, mais bon, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les nouveaux moyens numériques, parce que ça a été fait uniquement évidemment avec des moyens numériques, qui existent aujourd'hui, tout ça, et l'open data, c'est pas un point de détail, c'est absolument essentiel. Hein. Ça n'aurait pas pu exister sans ces moyens numériques, et ça n'aurait pas pu exister sans l'open data, c'est-à-dire l'État, le service public à l'ancienne, qui met à la disposition de qui veut ces données. Et donc, c'est ces deux choses-là qui ont permis de faire ce service public 2.0, et je pense qu'on devrait y réfléchir beaucoup plus profondément sur comment réorganiser toute une série de missions qui relèvent du service public, mais qui pourraient être organisées radicalement différent, à un coût infiniment moindre et beaucoup plus rapidement. C'est incroyable tout de même ce truc. Hein, encore une fois, là, je vous dis, si ça avait été confié à l'administration, on aurait eu des cabinets de conseil qui seraient mis, on aurait deux SS2 aussi, on serait déjà à plusieurs centaines de millions de budget qui n'auraient pas encore été engagés pour un produit qui ne serait pas encore là. Non, mais on peut être fragile. Voilà. Non, mais il y a un service public à réinventer complètement. Le numérique et l'accès libre aux données sont deux deux leviers absolument essentiels et d'une puissance incroyable. On verra si Madame de Montchalin, qui est la ministre de la fonction publique, s'inspirera de tout ça, et si elle va embaucher M. Rosier une fois que cette crise sera terminée. Surtout pas. Il faut peut-être surtout pas l'embaucher. Si vous fonctionnalisez, ce sera peut-être dramatique pour tout le monde. Oui, il y a des risques. En tout cas, voilà, ça crée le débat. Alors voilà, pour parler vaccination, pour la vaccination, il faut des vaccins. Pour des vaccins, il faut les créer, il faut des brevets. C'est tout de suite la question suivante autour des brevets et des vaccins Covid-19.